Quand on n'est pas un architecte des décisions complexes, on joue au casino. On joue avec la chance. Mais t'as pas été bon, t'as été chanceux. Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour une nouvelle interview des pragmatopies. Les pragmatopies, qu'est-ce que c'est? C'est réconcilier les utopies et le pragmatisme pour un futur désirable. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Olivier Zara. Olivier Zara est un expert dans l'excellence décisionnelle et il va nous expliquer qui il est et qu'est-ce que c'est. Bonjour Olivier. Bonjour Alban, et puis merci de m'inviter. Donc, moi, je suis un expert de l'intelligence collective, de l'excellence décisionnelle depuis plus d'une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, je me définis comme un architecte des décisions complexes, hein. Un peu à l'image d'un architecte qui doit construire un bâtiment, une maison, un pont, etc. Il y a des règles dans la façon dont on construit des ouvrages, des maisons, des bâtiments. Et pour les décisions complexes, il y a également des règles, des processus, des outils particuliers à utiliser. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la différence avec l'excellence opérationnelle? Parce que moi, j'ai plutôt tendance à entendre plutôt le mot excellence opérationnelle dans le monde des entreprises, en tout cas dans la construction. C'est vrai. Alors, l'excellence opérationnelle, c'est toute la boîte à outils et tout le cadre de référence de la productivité, le lean management, il faut aller vite, j'appelle ça courir le plus vite possible. On va essayer de développer courir le plus vite possible. Donc, dedans, il y a le Scrum. Donc, voilà, c'est toutes les techniques de management où on veut amener les gens à courir le plus vite possible. Et moi, mon champ d'intervention, c'est en amont. Et en amont de l'excellence opérationnelle, il y a l'excellence décisionnelle qui consiste à courir dans la bonne direction. Donc, c'est bien de courir très vite, mais il faut aussi courir dans la bonne direction. Ok, tu me disais aussi décision complexe. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu? Parce que moi, j'ai ma vision du monde complexe, mais j'ai peut-être pas la même définition de la complexité que toi. Tout à fait. Alors, j'ai dit que j'étais un architecte des décisions complexes. Et aujourd'hui, dans le langage courant, quand on dit compliqué ou complexe, ça veut dire la même chose. En gros, alors là, la situation est compliquée, c'est dur. Et la situation est complexe, c'est très dur. Bon, en réalité, compliqué, c'est quand j'ai un problème à traiter et j'ai besoin d'une seule expertise pour le régler. Donc, avec mon expertise technique, mon expertise RH, marketing, finance, etc., je vais tout seul être capable de trouver une solution qui est sûre à 100%. Alors que complexe, c'est quand on doit traiter un sujet dans lequel on a besoin de plusieurs expertises. Et par exemple, on appelle ça des enjeux collectifs. Quand on dit enjeu collectif, on comprend qu'autour de la table, on ne va pas mettre son équipe avec une seule expertise, on va devoir mettre le responsable de la communication, le responsable marketing, le responsable production, RH, finance, technologie. Quand on traite un sujet complexe, on a besoin, pour le traiter, d'une approche qu'on appelle holistique et systémique. Holistique, ça veut dire que puisque c'est complexe et qu'on sait qu'il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'expertise, beaucoup de parties prenantes qui vont être mobilisées, il faut les identifier. Voilà. Alors l'approche holistique, je sais que le mot est un peu barbare, un peu ésotérique, mais concrètement, ça consiste à répondre à une simple question. Par rapport à mon sujet, à mon enjeu collectif, quelles sont les parties prenantes qui vont être impactantes ou impactées par rapport à ce sujet? Et quand on parle de systémique, d'approche systémique pour traiter des sujets complexes, c'est parce qu'on doit mesurer les interactions entre les différentes expertises. Donc, par exemple, si je bouge la dimension technologie, en quoi elle va rejaillir sur la dimension financière, peut-être va falloir payer l'éditeur. Cette technologie peut venir avoir un impact métier sur les processus métiers. Donc, la solution métier impacte et oblige la refonte des processus métiers, etc. Pour parler de choses concrètes, là, parce que pour l'instant, les gens qui nous écoutent, ils disent « mais qu'est-ce qu'ils racontent? On ne comprend rien ». Un enjeu collectif dans une organisation, par exemple, c'est la stratégie. Voilà.
quand on dit, tiens, il faut qu'on refasse notre stratégie, évidemment, ça va impacter tous les départements d'organisation. Quand on dit qu'on va se réorganiser, il n'y a pas de village gaulois isolé dans une organisation. Quand on commence à bouger l'organisation d'un département ou d'un service ou d'une unité, il va y avoir, par le changement qu'on fait sur ce périmètre-là, il va forcément y avoir des impacts sur tout un tas d'autres départements, ce qu'on appelle les relations clients-fournisseurs internes, externes. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire juste une réorganisation là, sans prendre en compte tous les impacts qu'il y a autour. Quand on dit, par exemple, tout à l'heure, je disais que l'excellence opérationnelle, ça consistait à courir le plus vite possible, mais on cherche à développer cette performance. On cherche à courir toujours plus vite. Mais si tu dis aux gens, bon, bah là, tu cours vite, mais il faudrait que tu cours plus vite. OK, mais comment? Alors ça, c'est complexe. Ça, c'est complexe. Comment courir plus vite? Comment produire plus vite? Comment construire plus vite? Comment vendre plus? Je vais prendre... alors, construire plus vite, je vais laisser de côté. Mais par exemple, quand on dit vendre plus, on pourrait se dire, ah bah, on n'a qu'à appeler le directeur commercial et puis on va lui dire, bah, tu vas vendre plus. Puis c'est compliqué. Vous savez, compliqué, une seule expertise, complexe, plusieurs expertises. Alors, si vendre plus, c'est compliqué, normalement, le directeur commercial, il devrait être capable de doubler le chiffre d'affaires tout seul. Mais le problème, c'est que développer la performance commerciale, ce n'est pas un problème compliqué, c'est un problème complexe, parce que pour vendre plus, faut que ça soit vendable. Donc, on a besoin du responsable marketing. Si on vend plus, faut produire plus. Est-ce qu'on est capable de le faire? Il faut le responsable production. Il faut peut-être embaucher des commerciaux, responsables RH, il faut les former, responsable formation. On a peut-être besoin d'un nouveau logiciel de gestion de la relation client, responsable technologie. Est-ce qu'on peut se payer le logiciel, les commerciaux? On a besoin du responsable financier. Donc voilà, quand j'ai dit que j'étais architecte des décisions complexes, je suis architecte de ces décisions qui sont des enjeux collectifs dans lesquels, dans une organisation, il faut mobiliser plusieurs expertises parce que la décision en elle-même va impacter différentes parties prenantes internes, externes dans l'organisation. Ok. Moi, le sentiment que j'ai dans ma vie personnelle, c'est que j'ai l'impression que des décisions qui étaient simples sont devenues complexes. Par exemple, acheter du pain. J'en discutais avec quelqu'un. Acheter du pain, maintenant, c'est compliqué. Est-ce qu'on fait du local? Est-ce qu'on veut du bio? Est-ce qu'on veut prendre quelque chose d'industriel? Ça devient plus si simple que ça que juste acheter du pain. Quel pain on veut? Comment on veut le faire? Quels sont les enjeux qu'il peut y avoir dessus? Donc, est-ce que les décideurs sont pas un peu confrontés à des décisions encore plus compliquées, ou en fait complexes, par un environnement qui est plus incertain, un peu plus VUCA aujourd'hui? C'est ça. C'est qu'on va dire dans un environnement stable, on va dire un peu linéaire, on a fait 5% de chiffre d'affaires ou de croissance l'an dernier. Donc, on prend 5%, puis on va se dire qu'on va en faire 6 ou 7 l'an prochain. On va dire que c'est les 30 glorieuses, un monde stable dans lequel il y a de la prévisibilité. Et effectivement, le VUCA, le volatile, l'incertain, le complexe, l'ambigu, et l'augmentation de cet environnement qui est lié en particulier à la mondialisation, aux ruptures technologiques, aux problèmes géopolitiques, à la crise climatique, aux enjeux sociaux, etc. Donc, il y a effectivement un environnement dans lequel il y a de plus en plus de complexité. Et c'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler d'intelligence collective, etc. Et je peux dire, puisque ça fait plus de 25 ans maintenant, que quand je parlais d'intelligence collective, tout le monde se foutait de ma tête. L'intelligence collective, d'abord, ça n'existe pas. Et puis ensuite de ça, on n'en a pas besoin. Le diplôme, le statut, l'ancienneté, le pouvoir, l'instinct, le génie est largement suffisant. Et ils avaient raison. On a réussi pendant des années avec le simple fait d'être diplômé, ancien, ou d'avoir l'instinct de prendre des décisions. Et la raison pour laquelle, depuis 20 ans, on entend parler d'intelligence collective, parce qu'il y a, je pense que tout le monde a intégré le fait que ça ne fonctionne pas. Cette approche très silotée, en fait.
quand je disais le compliqué, c'est un sujet qu'on traite avec une seule expertise, c'est l'approche en silo. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut désiloter. Mais pour désiloter, pourquoi il faut désiloter? Parce qu'un sujet complexe implique différentes parties prenantes dans l'organisation. Et donc, si chacun reste dans son silo, garde l'information et ne partage pas cette information, et si on n'arrive pas à une vision partagée de la situation par rapport aux différentes parties prenantes qui sont plus ou moins impactées par le sujet, eh bien, on finit dans une tour d'ivoire, c'est-à-dire dans quelque chose qui est hors sol. Et bien justement, le rôle du manager, c'est pas de fédérer, de fluidifier la circulation d'informations. Et moi, ça fait 25 ans que je travaille, ça fait 25 ans que j'entends il faut désiloter les organisations. Au bout de 25 ans, on les a désilotées, qu'est-ce qui se passe? Quel est le rôle du manager aujourd'hui et comment il peut agir? Alors, le désilotage, il a toujours été d'actualité. On en parlait même avant l'intelligence collective parce que dans une chaîne de production, s'il n'y a pas des bonnes articulations, si effectivement en termes de savoir, si des gens qui font le même métier à différents endroits ne partagent pas leur savoir et chacun, ce qu'on appelle réinventer l'eau chaude en fait. Je ne sais pas qu'il y a 200 mètres de là, quelqu'un a trouvé la solution à mon problème. Donc le silotage est un problème dans l'excellence opérationnelle. Le fait de ne pas partager les savoirs, de ne pas avoir suffisamment d'interconnexion, de ce que j'appelle moi la collaboration dans l'excellence opérationnelle est un problème depuis longtemps. Mais on arrivait à fonctionner quand même avec des gens qui, au niveau de la décision, ils s'en sortaient parce qu'on n'était justement pas dans une forte complexité. Bon, ils avaient une vision du monde plus simple, donc ça, au final, on arrivait à comprendre, même si c'était complètement siloté, parce qu'ils avaient eu le temps de passer dans les différents rôles. C'était un univers un peu stable et finalement, en se disant, tiens, un tel a fait ça dans telle entreprise, j'ai qu'à faire la même chose. Essayer un peu de dupliquer des trucs ou de se dire, il y a 5 ans, j'ai fait ça, je vais le faire maintenant. Sauf que la pression concurrentielle, la pression technologique, l'accélération, la mondialisation, l'accélération, toute cette déstabilisation fait qu'aujourd'hui, le stress monte. Le stress monte dans les prises de décision et c'est ça qui crée cette complexité, en fait. Oui, donc c'est-à-dire que le manager, avant, il avait eu le temps de parcourir l'entreprise pour devenir expert et aujourd'hui, il ne peut plus être expert. Alors, oui, c'est ça. En fait, là, tu touches du doigt un problème majeur. C'est la façon dont on devient manager. La façon dont on devient manager, on rentre dans l'organisation, on est compétent, et puis le temps passe, 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans, puis à un moment donné, on passe de la compétence à l'expertise. Et à ce moment-là, quelqu'un vient toquer à la porte de ton bureau, vient toquer à la porte de ton open space, parce que maintenant, c'est fini les bureaux, et il te dit avec un gros sourire, félicitations. Maintenant, tu es un expert, en tout cas, nous te reconnaissons comme un expert, et pour te récompenser, nous allons te nommer manager. Mais comme on ne veut pas gâcher ton expertise, tu vas continuer à être un expert, et en même temps, tu vas être un manager. Or, le processus décisionnel de l'expert, il est très très simple, c'est de s'enfermer dans son bureau et de ne pas sortir, de ne pas boire, de ne pas manger, tant qu'il n'aura pas trouvé une solution qui est sûre à 100%, parce qu'un expert a toujours raison, sinon ce ne serait pas un expert. Et donc c'est ça, j'ai toujours raison, et je cherche des solutions qui sont sûres à 100%, qui l'a amené à devenir expert. On lui dit « Ah, tu es un bon expert, donc maintenant on va te nommer manager ». Et là, le ciel lui tombe sur la tête parce qu'il commence à gérer des problèmes complexes. On va lui dire « Ah, c'est gentil, mais maintenant, il va falloir que tu développes l'efficacité collective. Donc, il va falloir que tu revoies les processus, les modes d'organisation pour que les gens travaillent mieux ensemble, soient plus dans l'excellence opérationnelle, ce que j'appelais développer la performance. Développer la performance est complexe, mais après, appliquer les procédures et les trucs, ça, c'est l'excellence opérationnelle, c'est courir vite. On lui dit... après, s'il monte un peu dans la hiérarchie, on peut lui dire « faut que tu fasses une nouvelle stratégie ». Ou on peut lui dire, voilà. Donc, la difficulté, c'est que le manager
va avoir tendance à se mettre dans une posture d'expert, même alors même qu'il est manager. Oui, mais c'est plus possible en fait. Quand il est expert, enfin quand il est manager, il doit décider vite dans un environnement, comme on l'a dit, incertain, ambigu, donc flou. Donc il ne peut pas avoir toutes les informations pour pouvoir décider. Et on lui demande de décider vite. Oui. Alors, le fait qu'on lui demande de décider vite, c'est lié à une incompréhension de 3 types de situations. Bon, on va mettre de côté l'expert. Un expert, voilà, c'est un décideur. Hein, un expert est un décideur. On va parler des managers. Les managers, en fait, ils peuvent être confrontés à 3 situations qui font d'eux 3 décideurs qui nécessitent 3 processus décisionnels et 3 boîtes à outils. Et si en plus ils sont experts, alors ils sont 4 décideurs, avec la boîte à outils d'experts dont j'ai dit que c'était de s'enfermer dans son bureau jusqu'à ce qu'on ait trouvé une solution sûre à 100%, en s'appuyant sur son expertise métier, c'est-à-dire ce qu'on a appris à l'école. Mais quand quelqu'un toque à la porte de mon bureau et que je suis manager et vient m'apporter un problème, je dois me poser une première question. Est-ce que cette personne est en train de s'adresser à moi en tant qu'expert ou en tant que manager? Si elle vient m'apporter un problème technique compliqué, un problème lié à mon expertise technique métier, là, je lui demande de sortir, je m'enferme dans mon bureau, je ne bois pas, je ne mange pas, et dans 2 heures, je ressors affamé, assoiffé, mais avec une solution qui est sûre à 100%. Mais si cette personne ne vient pas me voir en tant qu'expert, mais qu'elle vient me voir en tant que manager, alors là, je dois me poser une deuxième question. Est-ce que le problème qui m'est amené est un problème simple, compliqué ou complexe? Alors, si le problème est simple, eh bien là, on est dans l'excellence opérationnelle dont on parlait tout à l'heure. C'est tout ce qu'on appelle les objectifs SMART. Un objectif spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, etc. Et là, je dois prendre des décisions avec des objectifs ambitieux, mais réalistes. Et là, il faut décider vite. Et ce n'est pas très dur de décider vite sur un objectif SMART. Il faut le négocier un peu quand même pour qu'il soit réaliste. Mais à la limite, je prends l'objectif que j'ai fixé l'an dernier, je fais 2-3 petits ajustements et je peux décider vite. Dans le simple, ce sont toutes les décisions du quotidien, c'est tous les problèmes qui m'arrivent en flot continu toute la journée, mais à chaque fois qu'un problème arrive, je trouve la solution facilement. Soit parce que j'ai déjà eu le problème, soit parce que je réfléchis tout seul dans ma tête et puis je trouve facilement une réponse. Donc là, on est sur un décideur qui est un bon décideur s'il décide vite. Sa boîte à outils, c'est celle de l'excellence opérationnelle, c'est celle du management qu'on appelle Command and Control. Command, c'est objectif SMART. Control, c'est contrôle des résultats. On a dit qu'on allait au sud, pas au nord. Est-ce que tu es vraiment en train de courir au sud? Ça, c'est pas de problème. Et là, les gens qui nous écoutent sont tous excellents là-dedans. Voilà, ils n'ont rien à apprendre là-dedans. Ensuite, il y a le compliqué. Alors, il y a le compliqué de l'expert, il y a le compliqué du manager qui est un petit peu différent. C'est quand on lui dit, bon, écoute, voilà la nouvelle stratégie, on va au sud. Et toi, en tant que manager, tu dois amener ton équipe au sud. OK? Donc là, c'est avant de courir vite dans le simple, il faut aller dans la direction du sud. Et est-ce qu'on y va en avion? Est-ce qu'on y va en train? Est-ce qu'on y va à pied, en pédalo? Et toi, en tant que manager, tu dois, en tant que manager d'équipe, tu dois arriver à avoir une bonne adéquation entre la direction dans laquelle la pyramide au-dessus t'a demandé de courir et les moyens que tu vas mettre en œuvre. Donc, par exemple, si tu fais ce qu'on appelle du management participatif avec des murs de post-it, des réunions collaboratives, et si ton équipe te dit on a calé au sud en avion, toi tu dis attends, l'avion c'est trop cher, et tu leur dis non, on va plutôt y aller à pied parce qu'à pied c'est gratuit c'est dans mes prix, et tu les vois froncer les sourcils, tu dis oh là là, je risque de faire 50 km et me retrouver tout seul. Et donc là, tu fais ce qu'on appelle le management participatif et finalement, ça ne sera pas l'avion, ça ne sera pas à pied. Ce sera un compromis entre les deux. Ça sera le train. Et puis, donc là, on t'a amené un problème qui est quels sont les moyens pour courir au sud, ou on t'a amené un problème, c'est
il faut réaliser une tâche, il faut atteindre un objectif, il faut courir vite, ou alors c'est complexe. Et là, c'est développer l'efficacité collective, c'est développer la performance, produire plus vite, vendre plus, c'est la stratégie, ou ça peut être des problèmes techniques complexes. Voilà, des problèmes techniques complexes. D'ailleurs, je pourrais donner un exemple lié au monde du BTP, parce que j'ai formé quelques managers de cet univers-là, et j'ai le souvenir d'un chef de chantier, donc c'était vraiment chef de chantier, manager de proximité tout en bas de la pyramide hiérarchique, et c'était une station de tramway en construction, le Grand Paris, et il y avait un muret à construire. Et c'était un problème technique complexe. Alors, il y a des problèmes techniques compliqués, ça, je peux les régler tout seul dans mon bureau, en prenant des bouquins, mais il y a des problèmes techniques complexes. Le technique peut être complexe. Par exemple, un projet informatique est complexe. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils finissent toujours en retard. Et les projets immobiliers sont complexes aussi, parce qu'il y a plein d'interactions, il y a plein de corps de métier, etc. Mais je vais prendre l'exemple de mon muret et de montrer que la complexité peut se jouer au niveau d'un chef de chantier, donc vraiment la première ligne de management. Muret à construire. Et donc le chef de chantier dit, voilà, je suis embêté parce que pour construire ce muret, il y a 3 techniques pour construire le muret. Je ne sais pas laquelle choisir. Parce que voilà, alors il y a des contraintes qui me sont posées par l'architecte. Il y a les talents de l'équipe que j'ai à ma disposition. Il y a le terrain. Il y a les contraintes de l'architecte, il y a les contraintes budgétaires, il y a le timing qu'on m'a donné, il y a les talents, il y a le mouvement du terrain. Et quand il mettait tout ça dans le truc, il se disait, si je ne choisis pas la bonne méthode de construction, dans 6 mois, le muret va s'effondrer. Mais donc, il n'avait pas d'éléments lui permettant de trancher. Il ne pouvait pas trancher, et donc on l'a fait travailler en mode intelligence collective, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais donc là, il a eu besoin de se mettre dans une dynamique d'intelligence collective, d'architecture des décisions complexes, de rassembler autour d'une table différentes personnes, donc des personnes évidemment de sa propre expertise métier, mais aussi des personnes des autres parties prenantes qui étaient impliquées dans ce sujet complexe, pour arriver à identifier, à ce qu'on appelle gérer les risques décisionnels, c'est-à-dire non pas avoir une solution à 0 risque, parce que ça, dans la complexité, ça n'existe pas, alors que dans le compliqué métier, oui, mais la solution la moins risquée. Moi, j'ai le sentiment que les opérationnels terrain ont une plus grande connaissance justement de la complexité que potentiellement les décideurs qui sont dans leur tour d'ivoire. Quand on est sur le terrain, quand on est sur un chantier, on est confronté à des problèmes simples dans lesquels on trouve facilement une solution. Tu as du compliqué de manager où là, tu peux faire ce que tu veux, mais il faut l'adhésion du collectif. Si les gens n'adhèrent pas à la solution que tu proposes, ils ne vont pas la mettre en œuvre. Tu comprends? Même si toi, tu sais ce qu'il faut faire, si les gens n'adhèrent pas, ils ne vont pas le faire. Dans le simple, tu trouves facilement, et effectivement, je te parlais de ce chantier, de ce muret, etc. Et peut-être que pendant toute sa carrière, ce chef de chantier, il a toujours trouvé facilement quelle était la technique qu'il allait utiliser pour faire son muret. Il y a le compliqué où, moi, chef de chantier, je sais ce que je dois faire, mais je dois susciter l'adhésion du collectif. Si les gens n'adhèrent pas aux moyens que j'ai choisis pour faire ce muret, ils vont pas vouloir le faire. On va avoir de la résistance au changement. Et il y a le complexe où il y a tellement de variables que mon cerveau tout seul, cela ne dépend pas que de mon expertise, et ma tête n'est pas capable de savoir ce qui se passe dans la tête de tout le monde, d'avoir tous les éléments de tout le monde, d'arriver à agréger ça dans une vision partagée de la situation et dans la co-construction d'une solution qui intègre les contraintes de toutes les parties prenantes et qui va permettre de faire une solution hybridée. Et une solution hybridée, c'est une solution qui n'était dans la tête de personne et qui est ce point d'équilibre entre toutes les contraintes de toutes les parties prenantes. Donc, ce que j'entends de l'excellence décisionnelle, c'est que c'est plutôt orienté vers une ville, une société, une entreprise,
qui a besoin d'imaginer une réponse? L'excellence décisionnelle, elle se joue dans le simple quand je dois fixer un objectif SMART et je vais être dans l'excellence décisionnelle si mon objectif est ambitieux et réaliste. Elle se joue dans le compliqué si je prends une décision et que les gens adhèrent à ma décision, que je suscite l'adhésion du collectif en disant on va aller au sud en train et non pas à pied, et je vais être dans l'excellence décisionnelle. Et je vais être dans l'excellence décisionnelle si on me dit dans quelle direction il faut courir, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour construire mon muret. Est-ce que je prends la technique A, la technique B, la technique C? Et si dans 6 mois, le muret ne s'est pas effondré, alors j'ai été dans l'excellence décisionnelle. Par contre, si dans 6 mois, mon muret s'effondre, c'est parce que je me suis dit, bon, de toute façon, eux, ils ne savent pas. De toute façon, moi, j'ai 30 ans d'expérience, donc je vais prendre cette méthode. Alors qu'au fond, voilà, la particularité du complexe, et c'est ça qui est un petit peu terrible, c'est que tout le monde sait quelque chose. Quand on a fait cette réflexion sur c'est quoi la technique pour faire le muret, tout le monde avait une idée de ce qu'il fallait faire. Un disait c'est la technique A, l'autre disait c'est la technique B, l'autre disait c'est la technique C. Tout le monde avait une idée de ce qu'il fallait faire, un peu comme vous allez à la cafétéria et vous dites tu penses qu'on a une bonne stratégie? Non, elle est nulle, à mon avis, il faudrait faire ça. Tu penses qu'on est bien organisé? Non, il faudrait s'organiser comme ceci ou comme cela. T'en es sûr? Ah non, là, ça, j'en suis pas sûr. Donc, tout le monde sait quelque chose dans le complexe, mais personne ne sait avec certitude. Oui, mais il y a une forme d'ignorance des autres, des multifacettes. Il y a un peu un déficit de connaissances. C'est le fameux exemple du cylindre. Si on le regarde, d'un côté, on voit un rectangle, et d'un autre côté, on voit un cercle. C'est ça. Chacun voit un bout de la réalité. Et donc, la bonne chose à faire quand on est un décideur, et quand on est un décideur à la fois expert et à la fois manager, c'est vraiment de se poser la question de savoir, je ne suis pas un décideur, je suis 4 décideurs, et à chaque fois que je suis confronté à un problème, je dois me demander si ce problème est un problème compliqué lié à mon expertise que je vais traiter tout seul dans mon bureau, ou est-ce que c'est un problème de manager, et est-ce que c'est un problème simple, compliqué, complexe? 4 décideurs, 4 boîtes à outils, 4 processus décisionnels. Or, aujourd'hui, compliqué c'est dur, complexe c'est très dur. Et justement, quand on est sur un problème complexe, est-ce que tu peux nous donner un peu des clés qui nous permettraient d'y répondre et de savoir, je suis confronté à un problème complexe, qu'est-ce que je fais? Alors, ça tient en une phrase. Ce que tu fais, c'est tout l'inverse de ce que tu fais depuis le début de ta carrière. Voilà. Bon, si je m'arrête là, évidemment, ça va être un tout petit peu frustrant. Mais malheureusement, tout ce qu'on fait dans l'excellence opérationnelle, dans le simple, dans le compliqué, et surtout en tant qu'expert, tout ce qu'on fait et qu'on doit continuer à faire, eh bien, il faut faire tout l'inverse dans le complexe. Alors, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, étant donné que la plupart des managers, en fait, sont devenus managers parce qu'ils étaient des bons experts, et que le processus décisionnel d'un expert, c'est d'avoir toujours raison, puisque, en tout cas, c'est de s'enfermer dans son bureau et d'aller gratter ses livres et son savoir pour trouver une solution qui est sûre à 100%. Malheureusement, ce manager va se mettre dans une manager en posture d'expert. Donc, il voit un sujet complexe dans lequel il faut mettre autour de la table différentes parties prenantes parce que, voilà, il n'a pas, justement, il ne sait pas tout, il n'a pas tous les savoirs, donc il n'a pas le choix. Il est obligé de mettre autour de la table différentes personnes. Mais il se souvient que c'est parce qu'il a toujours raison, parce qu'un expert qui n'a pas toujours raison n'est pas un expert, hein, c'est quelqu'un de compétent. Donc, il se souvient qu'il est quand même devenu manager parce qu'il était expert. Donc, il va démarrer la réunion, lui a demandé de porter un sujet complexe, améliorer l'efficacité collective, se réorganiser, développer la performance, ou un chantier, donc elle, un peu comme mon chef de chantier avec son petit muret, mais un truc un peu plus complexe, d'un bâtiment ou je ne sais pas quoi. Et donc, la réunion démarre, et notre manager en posture d'expert, écoutez bien ça parce que je pense que ça ne va pas vous parler, je pense que vous n'avez jamais vécu ça. Un manager en posture d'expert va démarrer la réunion et pendant la réunion, il va essayer
Alors souvent, d'abord, il va commencer la réunion en disant ce qu'il pense que serait la bonne solution au problème. Voilà, mes chers amis, je pense que nous avons un problème. Alors, je pense que cette solution serait absolument géniale. Qu'en pensez-vous? Et pendant toute la réunion, il va essayer de démontrer aux participants qu'il amène les meilleures idées, les meilleures solutions. Il va pratiquer la pensée balistique. La pensée balistique, ça consiste à tirer sur toutes les idées qui sont différentes de la décision qu'on a annoncée, ou si on est un peu plus malin parce qu'on veut éviter le faillotage qu'on va annoncer à la fin de la réunion. Mais pour lui, s'il ne démontre pas ça aux participants, s'il ne démontre pas qu'il a les meilleures idées et les meilleures solutions, il risque d'endommager sa légitimité d'expert qui lui a permis de devenir manager, et donc il risque de tout perdre. Son statut d'expert lui fera perdre son statut de manager, et tous ceux qui sont autour de la table, un peu comme un requin qui voit le sang, vont se dire, lui, il est fragile, c'est le moment de postuler pour prendre sa place parce que visiblement, il ne sait pas mieux que les autres. Oui, mais si on revient à notre histoire de Murray par rapport à ça, en fait, que le manager propose déjà la solution, si la solution a déjà été prévue et que ce n'est pas la bonne solution et que le Murray s'effondre, en fait, on n'a rien gagné. Oui, bah ça s'appelle la tour d'ivoire, ça s'appelle j'ai réfléchi tout seul dans mon bureau. Pourquoi je disais qu'il fait une réunion, notre expert? Il s'en passerait bien. En fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réfléchi tout seul dans son bureau comme il le faisait sur ses problèmes techniques métiers. Il a fait la même chose sur le simple, sur le compliqué, sur le complexe. Il fait ça pour tout, le compliqué de l'expertise, le simple, tout. Et il sort, il a sa solution. Et ensuite, il va essayer de convaincre, d'influencer et éventuellement de faire ce qu'on appelle le faux participatif parce qu'on lui a dit, tu sais, c'est bien. Ok, donc là, c'est vraiment la mauvaise posture. Mais comment on peut aider ce manager à avoir une meilleure posture? Alors, la meilleure posture, ça serait d'être un manager en posture de manager. Voilà, tout simplement. Donc, ça paraît idiot. On dit un manager en posture de manager. Un manager en posture de manager, c'est quelqu'un qui distingue le simple, le compliqué et le complexe, qui fait du command and control quand il s'agit de courir le plus vite possible, et non pas, non, c'est nul, le hiérarchique. Non, 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 non. Le hiérarchique, c'est très, très bien. Le command and control, c'est très, très bien sur le simple. Qui fait du management participatif sur comment on va aller au sud, et non pas, on va y aller à pied parce que gratuit, c'est dans mes prix. Donc, voilà ce qu'on lui dit. On dit, là, tu fais du participatif et tu co-construis comment tu vas aller au sud avec tes collaborateurs, et qui, dans le complexe, eh bien, utilise une boîte à outils qui est celle de l'architecture des décisions complexes dont on n'a pas encore parlé. Et justement, voilà. Et donc là, je vais te donner quelques exemples de ce qu'est faire tout l'inverse de ce qu'on fait depuis le début de sa carrière. Alors, dans la boîte à outils, il y a par exemple le moment où on parle dans une réunion. Voilà. Alors, dans une réunion de coordination, quand on est dans l'excellence opérationnelle, qu'il faut courir vite, réunion d'information, voilà nos problèmes, coordination, suivi de tâches, etc. Là, le chef peut parler en premier. Mais quand on est dans une réunion de résolution de problèmes, que tout le monde sait quelque chose, mais que personne ne sait avec certitude, alors le chef doit toujours parler en dernier. Sinon, on active un biais cognitif qui est le biais d'autorité, qui consiste à accorder plus de valeur aux idées du chef qu'à ceux des collaborateurs. Et donc, en tant que chef, d'ailleurs, si ceux qui nous écoutent ne faisaient qu'une seule chose après avoir écouté cet entretien, ça serait de parler en dernier dans les réunions de résolution de problèmes complexes. Alors, complexes ou compliqués. Parce que si on dit ce qu'on pense dans une réunion et qu'on est chef, qu'on est en position hiérarchique, on risque fortement de déclencher le faillotage. Une fois qu'on sait ce que le chef pense, on va faire un petit peu à gauche, un petit peu à droite de ce que pense le chef. Ouais, on revient sur les questions d'ego. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a plus besoin de manager, mais... Alors, on a besoin de 3 managers. On a besoin de 3 managers. Alors, pour moi, quand tu dis on n'a plus besoin de manager, tu fais référence à l'auto-organisation. À l'auto-organisation, voilà, aux entreprises opales, ou à la crassie, ou ce genre de choses. Alors, moi, je dis, même quand tu parles de la crassie, on te transforme la pyramide en cercle, on te transforme le chef
en responsable ou en quelqu'un de redevable, je suis tout à fait favorable à ces évolutions. Mais pour moi, le chef, en tous les cas, dans l'excellence opérationnelle et dans le fait de courir vite, ce dont on a quand même besoin, à un moment donné, de quelqu'un. On a besoin d'ordre et de chaos. Quand tu as un collaborateur qui est peu compétent et peu motivé, s'il n'y a pas de manager, ça ne va pas bien se passer. Donc là, on a quand même besoin, pour un jeune qui arrive, qui a peu de compétences ou peu de motivation, on a quand même besoin d'un manager un peu hiérarchique qui va adopter des comportements très organisationnels pour structurer le travail de son collaborateur, peu relationnel, et qui va essayer de monter dans ce qu'on appelle les niveaux d'autonomie, qui est dans son rôle et de faire monter son autonomie, de le faire passer de peu compétent et peu motivé à très compétent et très motivé. Et très compétent et très motivé, là, effectivement, on est dans un manager facilitateur qui va simplement négocier l'objectif SMART, va dire, tiens, voilà, je te laisse en autonomie, tu es compétent, tu es motivé, fais ton affaire, viens me voir si tu as un problème, et on se revoit au résultat pour évaluer les résultats. Mais entre ce peu compétent, peu motivé et très compétent, très motivé, il y a toute une chaîne dans laquelle, et puis faire cette montée en compétence et motivation, il faut quand même un manager. Donc c'est un manager qui va plutôt animer, entraîner, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'excellence décisionnelle? Parce que si on dit simplement aux personnes, parlez en dernier, vos problèmes complexes vont se résoudre. Alors je rappelle quand même que le mot excellence décisionnelle s'applique dans le simple, le compliqué, le complexe, mais qu'il y a une boîte à outils spécifique sur le complexe. Alors, dans le complexe, on a besoin d'abord de faire une cartographie de ces parties prenantes. Donc, ce qu'on appelle l'analyse holistique, c'est vraiment se faire une checklist, un peu comme un pilote d'avion avant de décoller. Est-ce que j'ai les bagages? Est-ce que j'ai les passagers? Donc, il faut vraiment avoir une checklist qui est préparée à l'avance, évidemment, qui peut être de 25, 26, 30 items, dans lequel je fais un check en disant niveau d'impact de 0, 1, 2, 3, 3 fort impact, 0, 0 impact, impact 1, 2, impact moyen. Et donc, je passe en revue, finalement, c'est un peu comme prendre l'organigramme de son organisation, prendre tous les départements de son organisation, regarder toutes les parties prenantes internes, externes, clients, fournisseurs, etc. Ça risque de prendre beaucoup de temps de faire tout ce travail-là. C'est une simple grille. Ok, donc on liste la grille des personnes. Mais voilà, mon métier d'architecte des décisions complexes depuis plus de 20 ans, c'est d'avoir créé une boîte à outils, une quinzaine d'outils, 15 outils, 17 compétences qui sont clés en main. Évidemment, tu es formé là-dessus comme on te forme au lean management et je te mets en main un tableau que tu n'as plus qu'à remplir. Ok, donc là on a nos parties prenantes. Parties prenantes, on est capable de les mettre autour d'une table. Le chef parle en dernier et on lance la problématique. Exactement. Donc, j'ai repéré mes parties prenantes. J'ai repéré celles qui étaient peu impactées, très impactées. Je fais une réunion. Alors d'abord, je leur demande de remplir des questionnaires en amont de la réunion. Chaque participant de la réunion doit dire comment il voit la situation, doit dire quelles sont les solutions qui sont les meilleures de son point de vue avant que la réunion commence. Et le décideur final va recevoir ces questionnaires et il va commencer à comprendre comment le marketing voit la situation, comment les RH voient la situation, comment la production voit la situation, comment les technologies, les juristes, comment chacune des parties prenantes voit la situation. Voilà. Donc ça, c'est la préparation. Et après, on va démarrer effectivement des réunions avec une technique qui s'appelle le co-développement stratégique, qui est un outil dans lequel on va se poser des questions avant de chercher les solutions. Le codev, ça veut dire co-développement. Et qu'est-ce qu'on va co-développer? Des décisions complexes. Alors, la particularité du codev par rapport à toutes les techniques d'animation de réunion que connaissent ceux qui nous écoutent, c'est que c'est la seule réunion dans laquelle on va se poser des questions avant de chercher les solutions. Aujourd'hui, ce qui est normal, c'est pour ça que je reviens sur mon idée c'est un peu provocateur, mais c'est vraiment ça, c'est faire tout l'inverse de ce qu'on fait actuellement.
Aujourd'hui, dans le simple, le compliqué, quand il y a un problème, on démarre la réunion et on dit voilà, nous avons un problème. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi pour vous la solution? Donc toi, ton idée, ce serait plutôt de recommencer sur je cherche le problème et on décompose le 5 pourquoi du problème et d'essayer de trouver la cause racine un petit peu sur une... Exactement. Ok. Donc c'est en gros, Einstein a dit, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à déterminer quelle est la bonne question parce qu'après, je pourrais résoudre le problème en 5 minutes. Einstein a aussi dit, un problème sans solution est un problème mal posé. Donc, le processus du codev est extrêmement simple. Ça commence par tout simplement ces questionnaires préparatoires qui permettent de lancer la réunion. Donc, on lance la réunion avec tout le monde à travailler avant la réunion sur comment je vois la situation, comment je vois les solutions, etc. avant la réunion. On démarre la réunion en présentant finalement une sorte de synthèse de ce travail préparatoire. Et ensuite de ça, on démarre des tours de table. Donc le collectif génère des questions. Mais là, on est dans l'émergence. On est dans la prise de hauteur. On est dans les 5 pourquoi. Et ensuite de ça, on va passer dans la phase d'hybridation. Voilà. On va passer dans des tours de table, 10, 15 tours de table. De créativité, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, ce n'est pas la créativité, parce que la créativité, c'est de trouver quelque chose de différent, disruptif, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Là, ce dont je parle, ce sont d'enjeux collectifs dans lesquels, oui, peut-être que la solution qu'on va trouver pourrait être innovante, mais à la base, on est plutôt en train de traiter l'obsolescence d'une stratégie, l'obsolescence d'une organisation, hein, parce que toutes les décisions, les stratégies deviennent obsolètes, les modes d'organisation deviennent obsolètes, il faut sans arrêt redévelopper sa performance. Donc, on n'est pas du tout en train d'inventer, d'innover, de trouver quelque chose qu'on n'a jamais vu. On est en train d'essayer de prototyper un projet de décision qui soit viable, durable, désirable, qui soit, comme je le disais tout à l'heure, une solution hybridée, quelque chose qui soit un point d'équilibre entre toutes les contraintes exprimées par toutes les parties prenantes. Ok, donc ce que l'excellence décisionnelle permet de faire, c'est de pouvoir poser un problème correctement. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire de plus? Une fois qu'elles ont posé ce problème, elles peuvent faire émerger. Donc, c'est deux aspects de l'excellence décisionnelle dans la complexité et donc du rôle d'un architecte des décisions complexes. C'est choisir le sujet, mais s'assurer qu'on a bien posé le problème. Ça, c'est fondamental. Souvent, les gens confondent le problème et la solution. Ils vous arrivent avec un truc, ils le présentent comme un problème, mais c'est une solution. C'est ça qu'on appelle la cause racine. C'est ça les 5 pourquoi. C'est remonter à la cause racine pour identifier le vrai problème. Et ensuite de ça, j'aime bien l'image de l'imprimante 3D, les tours de table de co-développement dans lequel on a autour de la table, non pas ceux qui ont le statut, le pouvoir, le diplôme, l'ancienneté, mais ceux qui vont exécuter la future décision, ceux qui sont impactés par la future décision, ceux qui vivent le terrain. C'est la différence entre les dirigeants qui sont des femmes de terrain, des hommes de terrain, des gens qui voient le terrain, des gens qui sont sur le terrain, mais ils ne vivent pas le terrain. Et quand on ne vit pas le terrain, et qu'on traite un sujet complexe, on est de facto dans une tour d'ivoire, par la nature même de ses fonctions. Donc c'est plutôt pour régler un problème d'une société qui dépérit comme dans lequel on est aujourd'hui, qui est confrontée à un certain nombre de crises, de polycrises. C'est sur les enjeux climatiques, c'est sur ma stratégie, c'est mon chef de chantier qui veut développer l'efficacité collective de son équipe parce que le chantier vient de démarrer. Il y a une certaine complexité à développer l'efficacité collective. Il y a le dirigeant de l'entreprise qui doit revoir ses stratégies, ses organisations régulièrement, qui est un problème complexe. Et après, effectivement, il y a le niveau sociétal. Après, moi, ce que j'ai peur par rapport à cette méthode, c'est que les gens vont se dire, c'est que ça va être assez long à mettre en œuvre et qu'on préfère continuer à faire comme on a toujours fait avant. Puis peut-être que le muret va s'effondrer, mais c'est pas grave. Alors, le fait de
de mobiliser l'intelligence collective et de se mettre dans une dynamique comme ça de co-construction, d'hybridation, ne prend pas plus de temps que le temps qu'on utilise aujourd'hui pour générer des décisions dans lesquelles un manager en posture d'expert démarre une réunion en disant « Je sais tout, j'ai tout compris, vous pouvez quand même me donner vos idées, mais à la fin, je vais quand même vous faire de la pensée balistique, vous tirez dessus, puis vous verrez que j'ai raison. » Ça ne prend pas plus de temps de réunion, c'est juste que c'est une réunion où le chef, au lieu de parler en premier, va parler en dernier. Au lieu de dire « on a un problème, que pensez-vous de la solution ?» On va se poser des questions avant de chercher les solutions. Non, mais si je fais ça, moi, je peux continuer à lire mes mails. Puis il y a mon chef qui parle, et puis au moment où... Oui, mais alors non, parce qu'en fait, les personnes qu'on invite autour de la table, tu te souviens, ce sont ceux qu'on a identifiés avant la réunion comme étant des gens qui étaient très impactés par la future décision. Et donc, la co-construction... Oui, mais je serais parti, je serais dans la société suivante. Non, mais aujourd'hui, les décisions qui sont prises justement sur ces sujets, qu'on soit au niveau sociétal, sur les enjeux climatiques, ou qu'on soit dans une entreprise, aujourd'hui, on co-construit les décisions avec ceux qui ont le statut, le pouvoir, le diplôme, l'ancienneté. On est dans ce qu'on appelle la tour d'ivoire. Et on est frappé par ce qu'on appelle l'iceberg de l'ignorance. L'iceberg de l'ignorance, c'est Sidney Yoshida. Ceux qui veulent voir, on peut taper juste iceberg de l'ignorance sur Internet. L'iceberg de l'ignorance, c'est tout simplement une étude donc c'était pas un breton, Sidney Yoshida, pour ceux qui auraient un doute. Et il a dit que les dirigeants, les top exécutifs d'une entreprise connaissaient seulement 4% de tous les problèmes de l'organisation et qu'ils ignoraient 96% des problèmes de l'organisation. Alors que les managers de proximité, donc notre chef de chantier et son équipe, connaissaient 100% des problèmes de l'organisation. Et donc... C'est pour ça que je disais que c'était plutôt à eux de décider. Oui, ben c'est ça. Ben on est d'accord. Donc c'est à eux de décider, mais mais il faut organiser ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a besoin d'un manager. On a besoin d'un manager pour développer la compétence et la motivation de ses collaborateurs. On a besoin d'un manager pour décider qu'on va traiter ce sujet et pas tel autre. On a besoin d'un manager pour dire mais qui va traiter ce sujet. On a besoin d'un manager pour inviter les gens autour de la table. On a besoin d'un manager pour choisir la méthode avec laquelle on est animé. Parce qu'on pourrait dire bon, on va faire du ping-pong verbal, puis je vais parler en premier, puis machin, puis truc, puis bidule. À un moment donné, il faut bien un architecte des décisions complexes. Et donc, moi, c'est ça que je propose. Je propose donc, justement, que le manager devienne architecte dans le traitement des sujets complexes. Et cette architecture, elle va créer quoi comme forme d'entreprise? T'imagines quoi comme organisation? C'est des organisations qu'on appelle ça agile. Ce dont on est en train de parler, c'est un leadership partagé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'entreprise démocratique. C'est pas on vote. Il reste la responsabilité, la décision, elle est liée à la subsidiarité. La subsidiarité, c'est des délégations de responsabilité, qu'on soit dans le public, dans le privé, dans l'armée, dans le civil. Il y a des responsabilités. Et si je suis seul responsable, je décide seul. Si on est 2 ou 3 responsables, on décide à 2 ou 3 collégialement. Mais il faut complètement dissocier l'aspect responsabilité, qui dans l'holacratie s'appelle la redevabilité. Qui est redevable? Qui est responsable? Et qui conçoit la décision? Ce sont 2 choses complètement différentes. D'un côté, tu as le processus. Il faut bien quelqu'un pour piloter ce processus décisionnel. Et de l'autre, tu as la responsabilité. Oui, mais aujourd'hui, dans les organisations telles que je les vois, on s'envoie le mail parapluie, on arrose tout le monde, et la décision, elle est diluée, et plus personne n'est responsable de rien. Oui, alors là, pourquoi on fait ça? Eh bien, parce qu'on ne gère pas les risques décisionnels. Parce que les gens qui sont dans les postes de direction sont des gens qui le sont devenus parce qu'initialement, ils étaient des experts. Et dès qu'on arrive sur des décisions d'enjeux collectifs, justement, toutes les décisions complexes, quand on combine des expertises, on commence à créer de l'instabilité, de l'incertitude. Je vais te prendre un exemple. Un avion, c'est complexe.
Donc, dans la conception d'un avion, comme d'un projet informatique ou comme d'un bâtiment ou d'un petit muret, il y a de la complexité. Un avion, c'est l'expertise de l'aile, donc de l'aérodynamique. C'est l'expertise du moteur. C'est l'expertise du cockpit, du pilote, de la météo et aussi du logiciel anti-décrochage. Et si tu fais une mauvaise combinaison de toutes ces expertises, eh bien, félicitations Alban, tu viens de concevoir le Boeing 737 MAX. Tu remarqueras que ce n'était pas le premier avion de Boeing, ce n'est pas des amateurs, et que l'avion ne s'est pas écrasé au décollage, il s'est écrasé 6 mois après sa mise en service. 6 mois. Un peu comme un projet informatique qui marche, puis tout d'un coup il se met à bugger et il défaille. Ou un immeuble qui a l'air merveilleux, et 6 mois plus tard, mince, ça commence à fissurer à gauche et à droite. Qui dit complexité dit imprévisibilité, incertitude. Il faudra 6 à 12 mois avant de savoir si on a pris la bonne décision pour le muret, pour les choix architecturaux, les matériaux, tout le design, toute la conception qu'on a fait du bâtiment. On saura dans 6 à 12 mois si on a pris les bonnes décisions. Et donc, excuse-moi, mais ça fait que l'expert qui tient sa légitimité d'être celui qui a toujours raison est profondément en inconfort sur des sujets où il sent qu'il renvoie les gens. Non, revenez me voir avec une stratégie quand vous serez sûr quand la stratégie vous montrera un truc qui est sûr à 100%. Apportez-moi des faits pour montrer que ça va développer l'efficacité collective, que ce nouveau produit, on va le vendre à 100 000 exemplaires, que ce bâtiment machin, que ce pricing machin. Ils ne font que demander manager en posture d'expert. Ils ne font que demander à leurs collaborateurs de les rassurer et de les aider à prendre une décision qui est sûre à 100%. Et comme ça n'arrivera jamais, que ça ne peut pas arriver sur le complexe, eh bien, quand on ne peut pas faire ça, eh bien, on va se réfugier derrière la décision collective. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'essayer de retarder la décision. Et tous ceux qui nous écoutent et qui se disent « Ah, c'est vrai, on n'arrête pas de faire des réunions et des réunions. À chaque fois qu'on finit une réunion, on dit « Bon, on en reparlera dans une autre réunion. » Et pourquoi je fais des réunions et des réunions et des réunions et des réunions? Parce que j'ai peur. Ah, on a peur de décider, en fait. J'ai peur de décider. Parce que ce n'est pas sûr à 100%. Moi, je suis un expert, manager, je suis un manager en posture d'expert. Et donc, je me dis, ah, c'est peut-être la prochaine réunion, on va trouver quelqu'un. Et vous allez trouver. Voilà. Et si ça n'arrive pas, parce qu'à un moment donné, là, il faut y aller, ah bon, on va faire le consensus. On va faire un vote. On va dire, bon, écoutez, je vous propose de faire ça. Alors déjà, une fois qu'on a dit, je vous propose de faire ça, faillotage, biais d'autorité, t'as pas grand monde qui va dire, non, on va pas faire ça. Biais de la pensée de groupe également qui va générer un pseudo-consensus où les gens essayent de s'aligner sur l'opinion majoritaire pour pas faire de vagues, pour que leur carrière se passe bien. Donc entre le consensus, le pseudo-consensus qui résulte du biais de la pensée de groupe, le faillotage parce que je présente une solution, eh bien, je vais décider au consensus sur une solution dont on ne saura pas avant 6 à 12 mois si elle était bonne, et je vais oser prétendre que j'ai géré les risques décisionnels, parce que regardez, j'ai bien géré les risques décisionnels parce qu'on était tous d'accord qu'il fallait décider ça. Enfin, on était tous d'accord pour décider qu'il fallait aller au sud, mais on saura que dans 6 à 12 mois si on avait raison. Et c'est ça, gérer les risques décisionnels. Donc c'est pour ça que le processus de codage stratégique dont je te parlais tout à l'heure n'est pas un processus qui vise, en mobilisant l'intelligence collective, de faire émerger un consensus, parce qu'un consensus, c'est une aberration scientifique sur un sujet complexe, c'est de faire émerger une intuition collective. Ok, donc le bénéfice pour l'entreprise? C'est la gestion des risques décisionnels, c'est-à-dire le fait d'arriver à hybrider les idées de toutes les parties. Chacun arrive avec ses solutions. Moi, j'arrive avec ma solution marketing, toi, ta solution RH, toi, ta solution production, ta solution techno. Et le fait de prendre en compte toutes les contraintes de toutes les parties prenantes, ça va permettre d'hybrider, c'est-à-dire de prendre des morceaux de solutions de chacun, d'arriver à une solution qui n'était dans la tête de personne au début de la réunion. Et cette solution a beaucoup plus de chances d'être viable
parce qu'elle a été co-construite par ceux qui vont la mettre en œuvre ou qui seront impactés par la décision. C'est la différence entre conduire le changement et co-construire le changement. Quand tu fais pouvoir, statut, diplôme, ancienneté, tu prends ta décision dans une tour d'ivoire et ensuite tu fais de la conduite du changement. Oui, mais justement, nous, on a essayé d'organiser les pragmatopies dans cette optique-là, pour avoir des pragmatismes qui ont une certaine audace de vouloir mettre des idées, qui ont une utopie, qui veulent les réaliser. Et c'est comme ça qu'on veut les réunir. Donc, on fait une espèce d'organisation d'excellence décisionnelle. Exactement. On ne peut pas atteindre la pragmatopie, d'ailleurs je trouve ça absolument fantastique au passage, parce que c'est exactement ça. Tu as autour de la table, toujours, tu as les pragmatiques, les conservateurs qui te disent « bon, faut bouger le moins de choses possible ». Et puis tu as aussi les innovateurs, les early adopteurs, les gens qui veulent bouger les lignes, qui sont un peu ce qu'on appelle les acteurs du changement. Et le problème, c'est que si tu ne fais pas d'hybridation, si tu ne cherches pas ce point d'équilibre entre ceux qui ne veulent rien changer et ceux qui veulent tout changer, eh bien, quand tu vas passer dans l'exécution, ça va se transformer en guerre de tranchées. Voilà. Donc, si tu es trop extrême dans le pragmatisme, bah, tu risques de te faire disrupter, voilà, de disparaître. Et si tu es trop extrême dans l'utopie, bah, là aussi, tu risques de mourir. Donc, l'architecture des décisions complexes, c'est justement le fait d'architecturer une décision qui est ce point d'équilibre entre le pragmatisme et l'utopie. Ni trop utopique, hors sol, trop tôt, comme on dit, le time to market, trop tôt, ni trop conservateur, has-been, trop tard. Olivier, on arrive après bonne discussion, à avoir bien cerné le problème de l'excellence décisionnelle, comment on peut l'imaginer, comment on peut l'outiller. Si tu pouvais nous faire une synthèse de pourquoi une entreprise, pourquoi un directeur stratégique devrait passer à l'excellence décisionnelle, c'est presque une obligation pour lui. Alors, petite synthèse d'abord pour juste remettre, avant de dire pourquoi je l'utiliserai, on est en train de dire qu'on ne touche pas à beaucoup de choses qui sont faites dans les organisations aujourd'hui. Tout ce qui touche à l'excellence opérationnelle, c'est important de le dire, il faut rassurer ceux qui nous écoutent. On n'est pas en train de faire un tsunami où on rase tout et tout est terminé et vous êtes des nuls et vous faites tout à l'envers. Donc il y a quand même, on va dire, 90 à 95% de ce que font tous ceux qui nous écoutent qui le font parfaitement. Tout ce qui est excellence opérationnelle, toute l'excellence décisionnelle, les objectifs SMART, le management, le command and control, le management participatif, il y a vraiment 90 à 95% de tout ce qui est fait aujourd'hui qui se fait magnifique. Voilà, continuez comme avant. Mais il y a ce petit 5%, ces enjeux collectifs, où on est dans le domaine de est-ce qu'on va au nord, au sud, à l'est et à l'ouest? Tout le monde sait quelque chose, mais personne ne sait avec certitude. Il y a de l'incertitude, il y a de l'instabilité. Voilà. Et sur ces domaines-là, malheureusement, j'aimerais qu'on puisse utiliser cette boîte à outils que tout le monde maîtrise parfaitement, mais il faut faire tout l'inverse. Donc, dans l'excellence opérationnelle, le chef parle en premier, il doit parler en dernier. Dans l'excellence opérationnelle, on va directement sur les solutions. Il faut se poser des questions avant de chercher les solutions. On n'a pas mentionné la sécurité psychologique. On peut critiquer dans l'opérationnel. On ne doit pas critiquer dans l'excellence décisionnelle, dans le complexe. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail de toute la boîte à outils, mais ce n'est pas un si grand changement que ça quand on comprend qu'on n'est pas un décideur, mais 4 décideurs. Quand on comprend qu'on est un expert, 3 managers, que quand on est manager, on n'a pas une boîte à outils, qu'on a 3 boîtes à outils. Une fois qu'on a compris ça, on a juste besoin de se professionnaliser. Et pour ceux qui travaillent dans le BTP, je pense qu'ils vont aimer devenir des architectes. On a besoin d'être architecte des décisions complexes, c'est-à-dire d'utiliser un processus et une boîte à outils qui est spécifique à la gestion des risques décisionnels. Alors, pourquoi faire l'architecture des décisions complexes? Eh bien, tout simplement parce qu'on va permettre de créer ce qu'on appelle le sens, la confiance et l'engagement. Aujourd'hui, on a
des problèmes de sens. Les gens se disent, mais pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela? On a des problèmes de confiance, on a des problèmes d'engagement, parce que qui n'a pas entendu parler du désengagement? Et ce désengagement est lié pour partie à une mauvaise architecture des décisions complexes qui fait que, on est à notre 4e réorganisation en 5 ans. Ah bah tiens, on a changé de stratégie il y a 6 mois et puis on va devoir refaire la stratégie. Ah bah tiens, on a fait une transfo, excusez-nous, mais enfin on va devoir se retransformer en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a joué avec la chance. Quand on n'est pas un architecte des décisions complexes, on joue au casino. On joue avec la chance. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens n'ont pas conscience du fait qu'il faut avoir une boîte à outils, parce qu'ils se disent « Oui, mais quand même, sur ces enjeux complexes, des fois j'y arrive. » Mais tu n'as pas été bon, tu as été chanceux. Sauf que même si tu as été chanceux, eh bien, ta chance sera de courte durée. Parce que si tu avais vraiment co-construit, hybridé, trouvé un point d'équilibre sur un objet complexe ou sur une réorganisation ou une transfo ou une stratégie, si tu avais trouvé une stratégie qui n'était dans la tête de personne au début de la réunion, qui est un point d'équilibre entre tous les départements de l'organisation, eh bien, ta décision ou ta stratégie ne serait pas éternelle, mais elle va durer beaucoup plus longtemps que celle dans laquelle tu as joué avec la chance. Et ensuite de ça, ta stratégie, puisqu'elle a été co-construite avec ceux qui vont la mettre en œuvre, eh bien, elle a du sens pour tous ceux qui vont la mettre en œuvre. C'est plus la conduite du changement, il faut donner du sens. On donne du sens dans le simple, on donne du sens dans le compliqué. Regarde, on va prendre le train, l'avion, mais dans le complexe, le sens doit être holistique. Donc, on crée un sens qu'on dit holistique, c'est-à-dire, ce n'est pas juste le sens qui est compris dans la tête du patron, c'est un sens qui est compris pour tous. La confiance, l'adéquation entre les moyens d'aller dans la direction et la direction et les moyens, la confiance et l'engagement. Et donc, quels seraient les bénéfices à mettre en œuvre ça? Eh bien, quand on vous posera la question de est-ce que vous êtes bon décideur ou décideur chanceux, vous pourrez dire je suis un bon décideur. Donc, on fait déjà un petit peu au bout du chemin avec les pragmatopies en mettant autour de la table l'ensemble des gens qui sont pragmatiques et utopistes, en hybridant entre des chercheurs, des startups, des entreprises. C'est déjà une forme d'excellence décisionnelle qu'on met en place au sein des pragmatopies le 18 juin. Merci Olivier pour cette interview. Et donc on vous invite le 18 juin pour les pragmatopies de la construction pour construire un futur désirable et rencontrer des pragmatistes, des utopistes, hybrider des chercheurs, des entreprises, des startups pour créer un futur désirable. Rendez-vous le 18 juin.